Bonjour, bonjour à tous et toutes, aux courageux qui ont abrégé l'heure du déjeuner pour venir assister à cette table ronde. Homme-femme, oui, pour une fois qu'on peut le faire. Je ne pense que vous ne le regretterez pas parce que nous avons l'honneur de débattre aujourd'hui d'un sujet, l'intitulé de la table ronde, comme vous le savez tous, comme vous l'avez sur les programmes, c'est Smart City, quelles attentes pour quels résultats, ce qui est finalement en filigrane le sujet de ce forum et le sujet finalement de tous les colloques et forums dédiés à la ville durable, smart, intelligente. Enfin, nous verrons quelles sont les différentes dénominations qu'on lui a données au travers du temps et qu'on lui donne selon les circonstances. Donc c'est un vaste sujet. On a décidé avec les intervenants ici présents, que je vais brièvement vous présenter, d'essayer de voir comment, au fil du temps, cette Smart City a évolué et d'essayer de voir si, c'est-à-dire le concept de Smart City, ce qu'on y met derrière, comment ça évolue au fil du temps et quelles sont les places respectives de la technologie et de l'humain et du social, pour faire très très court et un peu caricatural. C'est de ça qu'on va s'entretenir essentiellement, de savoir si une ville smart est nécessairement durable et si à l'inverse, lien social, qualité de la vie suffisent à faire d'une ville une ville pérenne, ou est-ce qu'il faut que tout ça s'entremêle, et on va voir comment et dans quelles conditions. Donc j'accueille pour parler de ce sujet dans l'ordre, et puis je laisserai chacun et chacune se présenter brièvement lors de vos premières prises de parole. Je pense que ce sera le plus simple. Donc j'accueille Michèle Papalardo, qui intervient en tant qu'animatrice du réseau Vivapolis, et vous allez nous rappeler de quoi il s'agit. Xavier Corval, qui est président d'Ecosphère, une start-up spécialisée dans le recyclage, la réutilisation, la valorisation des déchets. Enfin, vous allez également nous l'expliquer mieux que je ne le fais. Monsieur Faure, qui est associé Deloitte, en charge de, j'ai noté, Transformation Services, mais là aussi ça nécessite peut-être quelques explications. Maryse Gauthier, qui est coprésidente du comité préparatoire pour Habitat 3. Alors, là aussi, en plus, on est en plein actu. Vous allez nous en dire quelques mots. Et Christophe Suffis, qui est CEO de Beetle, autre start-up qu'on peut qualifier de clean tech. Enfin, vous opérez dans la gestion de l'énergie dans les villes. Vous allez nous expliquer comment. Alors, je vais peut-être, pour commencer, donner la parole à Michèle Papalardo, parce que ça fait très longtemps très longtemps, en tout cas, vous avez la légitimité, vous avez vu, je pense, évoluer ce concept et les différentes formes peut-être qu'il a prises de ce qu'on appelle, allez, on va dire, nous, villes durables. Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses? Est-ce que vous avez l'impression que l'accent a été mis au fil des années, plus particulièrement sur certains aspects que sur d'autres? Est-ce que est-ce que vous avez l'impression qu'on a mis peut-être derrière ce concept des attentes peut-être pas les bonnes ou peut-être trop ambitieuses, et qu'il faut peut-être rectifier un petit peu le tir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous diriez? Bonjour. Pour répondre directement à votre question, je pense qu'effectivement le concept peut-être un mot sur Vivapolis. Je vais y arriver parce que ça va. Voilà, on va y arriver dans l'explication. Mais pour répondre directement à la question, le concept de ville durable effectivement évolue dans le temps, et je pense qu'il va continuer à évoluer beaucoup. C'est working in progress, le développement durable de toute façon. Donc c'est jamais quelque chose qu'on aura fini et puis on dira ça y est, j'ai ma ville durable, c'est fait, je vais passer à autre chose. On progresse, on avance, et effectivement dans le cadre de Vivapolis, donc le réseau des acteurs publics et privés qui travaillent sur la ville durable, de la conception à la fabrication jusqu'au fonctionnement, qui est donc le réseau que j'anime actuellement, qui réunit bien entendu les collectivités territoriales, c'est elles qui font la ville, les entreprises,
les chercheurs, les universités, et puis l'État et toutes ces agences qui travaillent sur ces sujets-là. Donc vous voyez un panorama très large. On a essayé de réfléchir à ce qu'on mettait derrière Ville Durable, puisque comme vous le voyez, avec tous ces acteurs extrêmement différents, on avait peut-être des problèmes de définition. Et donc on est arrivé à l'idée qu'il ne fallait pas définir la ville durable, mais qu'il fallait mieux définir, parce que justement, comme je le disais, ça bouge, ça évolue dans le temps, et qu'il fallait mieux définir les caractéristiques de la démarche qui conduisent les uns ou les autres à aller vers une ville durable. Et ces caractéristiques, on les a organisées autour de 4 points que je vais très vite expliquer. Le premier point, ça consiste à dire, et vous l'avez entendu ce matin comme moi aux différentes tables rondes, c'est d'abord l'homme qui est au cœur du projet, c'est améliorer les conditions de vie des habitants ou des utilisateurs de la ville, des touristes, des gens qui passent dans la ville. Donc d'abord des meilleures conditions de vie. Et là, vous avez la mobilité, on l'a dit aussi beaucoup, mais aussi la santé. Vous avez aussi de l'activité économique, sinon de toute façon, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Vous avez des services, etc., etc. Deuxième caractéristique, c'est ce qu'on mettait à l'origine derrière ville durable, c'est-à-dire une ville verte, surtout en France au début, et j'ai encore un peu de mal aujourd'hui de temps en temps à me battre contre cette idée que la ville durable, c'est pas juste une ville qui lutte contre le changement climatique ou qui essaye de réduire son empreinte environnementale. Mais c'est une ville qui réduit son empreinte environnementale. Donc c'est une deuxième caractéristique. C'est une condition nécessaire mais non suffisante en fait. D'être verte pour une ville durable, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Voilà, c'est une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante. Et je finis très vite sur les deux autres. La troisième caractéristique, on en a aussi beaucoup parlé ce matin et ça m'a fait très plaisir, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que la ville, c'est pas juste des bâtiments, des gens qui y traversent. Pour qu'on atteigne les deux premiers objectifs, il faut une gouvernance forte. Forte, ça veut dire qu'on est capable de faire des projets, on l'a dit aussi beaucoup ce matin. Il faut être capable d'avoir une vision, il faut être capable de la mener à bien, il faut être capable de financer des investissements sur du long terme, etc. Participative, parce qu'il faut que le citoyen soit effectivement partie prenante de tout ça, et transversale, parce que tous ces différents éléments de la ville, aujourd'hui, ils doivent se parler et on le voit avec les échanges de données, etc. C'est de plus en plus nécessaire. La dernière caractéristique, et quatrième, c'est la plus simple, ça consiste à dire qu'il n'y a pas de modèle. Il faut s'adapter selon les villes, mais on va commencer par un sujet plutôt que par un autre, selon qu'on est au nord, au sud, qu'on est dans une ville ancienne ou dans une ville moderne, tout ça, ça s'adapte. Et ce qui a évolué derrière donc, cette dimension initiale très verte, c'est qu'on a bien, je trouve, intégré la dimension humaine aujourd'hui, alors au moins dans le discours. Après, dans la réalité, c'est pas toujours parfait, on n'y est pas encore. Et le numérique a vraiment, je pense, révolutionné les solutions qu'on peut mettre pour arriver à ces démarches de ville durable. Pour moi, c'est vraiment ça. Quand on me demande est-ce que la Smart City est durable, je dis non. La ville durable, elle est certainement intelligente. Mais la ville smart technologique, smart numérique, telle qu'on l'avait en tête encore il n'y a pas si longtemps, elle n'est pas forcément durable. Et parce que le numérique, ce sont des outils, mais ce sont des outils qui ont vraiment, je pense, révolutionné la manière dont aujourd'hui on peut trouver des solutions pour aller vers la ville durable, que ce soit bien sûr sur les services, sur la mobilité, sur tout ce qui est vert et optimisation des réseaux, etc. Mais aussi sur la gouvernance, aussi sur la participation citoyenne. Et c'est sur ces 3 éléments-là que finalement le numérique amène des possibilités de faire évoluer ce qu'on mettait derrière ville durable qui sont extrêmement fortes. Donc les deux sont très liés, durable et smart, mais il ne faut pas se tromper dans où est l'outil et où est l'objectif, en fait. Bon, on va avoir des exemples, d'ailleurs, des illustrations en comment le numérique peut se mettre au service de la ville durable. Juste une question par rapport à ce que vous avez mentionné et effectivement des choses qui ont été dites ce matin sur la capacité à se projeter, à financer et à travailler tous ensemble et non pas en silo. Est-ce que de ce point de vue, c'est ce qui se disait ce matin, mais quelle est votre opinion sur le sujet? Est-ce que de ce point de vue, les métropoles, pour ce qui est de la France en tout cas, apportent une piste de solution puisqu'elles ont tendance à justement avoir une vision un peu plus globale que chaque ville de manière individuelle?
Alors, c'est la bonne direction. Après, c'est pas juste parce qu'on a décidé dans un texte de loi qu'on allait faire des métropoles que tout allait être parfait. Mais c'est vrai que c'est une bonne direction. D'abord parce que c'est une échelle qui permet d'avoir la vision globale. Mais ça ne sera vraiment efficace que si, comme on l'a dit d'ailleurs ce matin aussi, à l'intérieur de la métropole, les synergies existent. On s'efforce de travailler non seulement entre les différents éléments de la métropole, mais aussi pas en silo et plus de manière transversale. Mais on a vu ce matin que le numérique était probablement à la fois une nécessité et une manière de faire travailler de manière transversale. Très bien, merci beaucoup. Norbert Faure, vous, je pense que vous allez peut-être rebondir sur ce que vient de dire Michel concernant la diversité en fait de ce qu'on met derrière Ville Durable et notamment la diversité des attentes des occupants des villes. Vous, chez Deloitte, vous allez nous expliquer dans quel contexte, mais vous avez eu l'occasion d'observer plusieurs exemples de par le monde de villes avec des attentes différentes et bien montrer justement toute cette diversité. Oui, tout à fait. Bonjour, donc Norbert Faure, associé de Deloitte. Je suis en charge de Transformation Services. Alors pourquoi cette ligne de service, qui est une nouvelle ligne de service mondiale qui a été montée assez récemment? Parce que le numérique bouscule tout. Donc moi, j'ai accompagné l'État dans sa transformation numérique. Alors déjà, vous payez vos impôts en ligne. Voilà, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. Là, c'était dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a un portail, monservicepublic.fr, l'identité des Français. Voilà le type de projet. Et puis, j'ai accompagné plus récemment la SNCF, où vous avez le Wi-Fi dans les trains. Vous en entendez parler dans le journal. Ça va arriver, je vous promets, on travaille dessus. Donc voilà j'ai pas vu ça hier dans le train. Voilà un peu les enjeux auxquels on est confronté. J'ai eu le plaisir de travailler pour la ville de Marseille. Et aujourd'hui, vous avez raison, la ville durable, c'est pas que du jardinage, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a des sujets quand même assez conséquents. Alors l'actualité nous en donne tous les jours. Hein. Il y a un sujet de résilience. Difficile de prospérer, de bien vivre, d'être heureux dans une ville qui n'est pas résiliente. Alors à Paris, il y a eu la crue du siècle. Je pense qu'à Marseille, on a eu la pluie, mais bon, la crue du siècle, on est un peu plus à l'abri. Les enjeux de sécurité publique sont déterminants. Donc, il y a déjà quelques basiques pour lesquels la Smart City doit contribuer à sa réponse. Alors, Smart City, comme ça a été dit, il n'y a pas une Smart City. La Smart City, elle dépend d'abord du territoire et des gens qui l'occupent. Il y a des exemples extrêmement variés. Je prends un exemple sur Memphis, qui avait un très gros problème de sécurité, et donc ils ont mis en place un sujet de big data relatif à la sécurité, et ils ont réussi à faire baisser le taux d'incidence qu'ils appellent sévère de plus de 30%. Mais est-ce qu'ils avaient consulté les habitants pour savoir ce que les gens attendaient, ou c'était une décision un peu top-down? Alors je vais revenir sur le point de la consultation des habitants. Là, c'est une décision de politique publique, où ils ont estimé qu'il fallait d'urgence traiter ce point-là. Si vous prenez, par exemple, la ville d'Amsterdam a fait de très gros efforts, tout ce qui était coworking, parce que la politique publique, l'élu, était sur les sujets de déplacement et a voulu mettre l'accent. Donc c'est un sujet politique, la Smart City, de choix, qui répondent aux enjeux des habitants. Et pour rebondir sur votre point, j'ai regardé la dernière consultation, c'est assez intéressant, Boston a lancé une consultation et a dit à tous ses habitants, qu'est-ce que vous attendez de la Smart City? Alors ils ont répondu, alors c'est la réponse de Boston, qui est bien sûr propre à chaque pays. Donc ils ont répondu en 1, qualité de vie et accessibilité. Accessibilité pour qu'ils puissent être connectés entre les différents quartiers. En 2, ils ont répondu économie inclusive et en croissance, parce qu'ils sont américains quand même, donc ils se sont dit, il faut quand même la croissance, c'est pas neutre. En 3, ils disent une ville healthy, donc où il fait bon vivre, il y a du bien-être, mais c'est aussi bon pour ma santé, donc c'est la qualité de l'air, de l'eau, ma manière de me déplacer. Et en 4, c'est assez intéressant, ils ont dit on veut une ville open culturellement, open en infrastructure, qui puisse accueillir. Donc, on voit bien que là, c'est les citoyens de Boston qui se prononcent. Si on demande aux citoyens d'autres endroits, ils se prononceront sur d'autres sujets. Donc, quels résultats quelles attentes pour quels résultats? Moi, je dirais plutôt quels résultats pour faire quelles attentes, pour être assez orienté comme le président de Jaguar, là, qui dit c'est bien vos projets à long terme, mais nous, on va tous mourir si on ne traite pas le court terme. Je pense que la Smart City, c'est des sujets qui appartiennent éminemment aux citoyens, qui, selon les endroits, votent pour avoir leurs élus, et donc sont des choix politiques, des priorités d'action. Voilà les exemples. Alors, bien sûr, je citerai la ville de Marseille qui a dans ses cartons, et je crois qu'il y a une table ronde qui était dédiée à ça, un observatoire de la tranquillité publique.
Donc là, on voit bien que la ville de Marseille a fait son analyse et elle s'est dit, tiens, je peux commencer. En tout cas, il y a cette thématique où on peut faire un angle important. Merci beaucoup. Maryse, alors peut-être précisément, Habitat 3, ça a notamment pour vocation à définir ou redéfinir ce que c'est qu'une ville durable. Où est-ce que ça en est et quelles sont les pistes qui se dessinent et quelles sont vos réactions par rapport aux interventions précédentes? Merci Dominique. Alors, Maryse Gauthier, je suis du ministère du Logement et de l'Habitat durable et je travaille effectivement depuis 2 ans en relation étroite avec un certain nombre de pays à New York et avec le secrétariat d'Habitat 3 pour la préparation de la conférence. Je vous rappelle, conférence à Quito. Oui, je pense que ça mérite d'être appelé. Oui, du 17 au 20 octobre. Vous voyez, la date est très très proche et la tension monte. Alors effectivement, Habitat 3 a un objectif très modeste, c'est de définir quelle vision on veut du développement urbain durable dans le monde. Et comme toutes les conférences des Nations Unies, bien entendu, on va vers le consensus, donc avec toutes les difficultés que cela peut comporter, mais un consensus dont je souligne l'importance parce qu'il y a très peu de conférences sur la ville, en fait, aux Nations Unies. Oui, on a vu peut-être rappeler que... Je me permets parce que je pense que... J'allais peut-être... que c'est un peu la COP de l'habitat et que la dernière c'était il y a 20 ans. Voilà. Pas comme les COP climat. C'est merveilleux, mais au moins Dominique, c'est tout. Absolument pas, non, mais en tout cas, le minimum, je ne sais pas si tout le monde... Non, c'est très important. Ça, le numéro 3, ça veut bien dire que c'est la 3e. On a démarré à se préoccuper de la ville en 1976 à Vancouver. On a continué en 1996 à Istanbul. Et on se retrouve maintenant à Quito, en 2016. Et aujourd'hui, on est évidemment dans un contexte où la ville a beaucoup changé. Alors, un petit chiffre, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais aujourd'hui, on est 6 milliards d'individus, il y a donc 3 milliards, grosso modo, de citadins, 54%, ça c'est le chiffre officiel. En 2050, on est normalement 9 milliards d'individus, et on nous annonce 70% de citadins. Donc, on va passer grosso modo, de 3 milliards à 6 milliards. Autrement dit, l'enjeu pour le temps à venir est énorme. Donc, ce que l'on veut faire, c'est essayer de définir un peu une ligne directrice pour que les États, les collectivités locales, mais aussi et surtout peut-être les banques de développement, les grandes agences qui vont aider un peu au programme de développement, les banques de financement, puissent aider tous les partenaires à aller vers cette ville durable. Alors, c'est peut-être un changement de comportement, et c'est un peu ça qu'on veut aussi. Mais donc, pour aller à ça, il nous fallait effectivement définir le nouvel agenda urbain. Alors, il est sur le net, il n'est pas encore complètement approuvé, il le sera à Quito. Et effectivement, notre objectif, c'était d'identifier un peu dans ce nouvel agenda urbain ce qu'est la ville durable. Rappelons-le, c'est universel, c'est-à-dire nord et sud. Alors, je vais aller très vite parce qu'il y a beaucoup de points qui ont déjà été dits par Michel, donc je ne vais pas réinventer la roue. Mais ce que je voulais dire quand même, c'est que ce nouvel agenda urbain a essayé de faire la différence entre ce que peut être la vision de la ville et les moyens pour atteindre cette vision. Autrement dit, on a un peu cette approche matricielle, la vision. Alors on retrouve la ville inclusive. Évidemment, on veut que cette ville puisse intégrer tous ses habitants, jusqu'aux plus vulnérables, et on les cite dans la déclaration. On va bien entendu aux populations vulnérables habituelles, c'est-à-dire celles qui sont dans les quartiers défavorisés, les femmes, les enfants, mais aussi on cite les migrants. On est vraiment vers un progrès, parce que je pense qu'on n'en parlait pas à Habitat 2. Donc ville inclusive, ville solidaire, ville intégrée. Le deuxième point, donc vous voyez un petit peu, on n'est pas trop différents. Le deuxième point, c'est une ville résiliente et sobre dans la gestion de ses ressources. Donc on retrouve tous ces éléments du changement climatique qu'on a bien intégrés de la COP21, qui d'ailleurs a souligné l'importance de la ville. Si vous y étiez, vous avez vu comme elle avait un rôle assez fondamental. Donc ville résiliente, ville sobre en gestion de ses ressources propres, ville avec des espaces publics fondamentaux aussi, comme tu le disais Michel, avec des espaces publics qui rendent la vie acceptable et agréable, bien-être. Et puis la troisième, c'est la ville attractive. Il faut aussi des ressources, bien entendu. Donc, ville attractive qui permettent aussi aux habitants de trouver tous les réseaux, tous les services urbains et trouver jusqu'à l'emploi et les ressources financières dont ils ont besoin. Donc, vous voyez, ça, c'est la vision.
Comment on y arrive? Est-ce que c'est pas un peu utopique, en fait, d'avoir tout ça dans une même ville, au nord, au sud, partout vous dans savez, le monde? Il y a beaucoup de choses qui se retrouvent entre le nord et le sud. Après, les moyens ne seront pas les mêmes. Mais quand on parle de difficultés d'intégration des quartiers, ça vous dit quelque chose en France, j'imagine. Regardez tous les problèmes des quartiers des bidonvilles dans le sud. C'est pas les mêmes outils après, c'est pas les mêmes moyens, mais la théorie, le concept est le même. Un autre point qu'on retrouve du nord au sud, c'est l'étalement urbain. Nous, on a des villes qui sont à peu près stables au niveau croissance démographique. Et pourtant, on s'étale. Hein. Évidemment, les villes qui sont à 3% de croissance démographique s'étalent aussi, et pour de bonnes raisons. Mais donc, il y a aussi des sujets communs. Et tous ceux qu'on trouve, enfin, il y a beaucoup des sujets qu'on retrouve dans le nouvel agenda urbain qui vous rappelleront quelque chose à la plupart des pays, et en tout cas, ils sont tous d'accord pour ce document. Mais laissez-moi venir aux moyens, parce que c'est justement là qu'on va parler, évidemment, des moyens des nouvelles technologies. Mais ces moyens-là, nous, on a essayé de les identifier pour que ça devienne réaliste, notre vision, justement. Parce que c'est ça l'objectif du nouvel agenda urbain. C'est surtout de dire, bon, d'accord, on sait où on veut aller, on sait où on voudrait être dans les 20 ans qui viennent, en admettant que la prochaine Habitat 4 soit dans 20 ans. Je me permets de vous interrompre là-dessus, parce que par rapport à ce que vous avez dit vous-même, et ce qu'on a dit depuis le début de la table ronde sur l'importance croissante des villes depuis quelques années, est-ce que c'est pas un peu anachronique de se réunir tous les 20 ans sur le sujet de la ville? Est-ce que ça peut pas faire partie quand même des projets, que ça soit plus Vous posez plus les bonnes questions. Merci. Vous posez les bonnes questions. On va parler tout à l'heure de mise en œuvre et de suivi, parce que c'est effectivement là-dessus que réside ou le succès ou l'échec d'Habitat 3. Oui, tout à fait. Je reviens quand même à mes moyens de mise en œuvre, parce que mes moyens de mise en œuvre, c'est mettre la ville au centre. Ça, on l'a entendu, je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Mais la ville, seule, n'y arrivera pas. La ville doit être au centre, mais elle doit aussi être dans un cadre de politique nationale satisfaisante. Là, on est d'accord aussi. La ville aux citoyens. Et après, la ville doit travailler avec les citoyens. Ça aussi, c'est super important. Autrement dit, on est dans la gouvernance participative, et il me semble que c'est les mots que Michel a utilisés tout à l'heure. Forcément, fondamental, on est tous d'accord là-dessus. Une ville seule, un maire dans son bureau, il ne pourra jamais décider de ce que doit être la ville. Ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi donner à la ville des outils. Moi, je crois beaucoup à la planification. On a mis beaucoup de critiques là-dessus. Savoir aussi ce qu'on veut en planification court terme comme long terme, ça aussi, c'est assez fondamental. Aidons les villes là-dessus. Le troisième, les financements. Parlons-en. Les financements, on a quand même énormément de villes qui ont d'énormes besoins. Je parlais des villes à 3% de croissance démographique. Imaginez les besoins en termes de réseau, en termes d'équipements santé, écoles, etc. Donc, nous, on a essayé de réfléchir là-dessus et d'inciter. On n'est que les Nations Unies. C'est-à-dire qu'il faut aussi inciter après tous les partenaires à pouvoir aller dans cette même direction. Mais le dernier point, parlons-en, c'est aussi ces nouvelles technologies. Ces nouvelles données. C'est aussi donner à la ville tous les moyens. Et on a bien vu qu'en Afrique en particulier, on a parlé ce matin de Leapfrog. Justement, je suis très ravie de ça. C'était un peu ça quand une des différences fondamentales entre le Nord et le Sud, c'est qu'il n'y a pas d'existant qu'il faille remanier, retransformer. Enfin, il y a un existant, mais il n'y a pas forcément déjà des villes qui existent depuis des centaines d'années. Et enfin, d'où ce que je disais tout à l'heure sur au Nord et au Sud, c'est quand même pas tout à fait les mêmes problématiques, parce que le fameux Leapfrog de l'Afrique dont vous allez, j'imagine, nous parler, c'est plus simple. En fait, il nous dépasse. Il y a des solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui au Sud qui sont plus innovantes qu'au Nord du fait de l'inertie. On parle toujours du Nord vers le Sud, mais vous avez raison, c'est aussi le Sud vers le Nord qui peut nous aider. Ce matin, sur le keynote, la présentation, le présentateur parlait d'un équipement en téléphone mobile de 73%, voilà, en Afrique. Alors, non seulement ce sont des taux énormes et qui sont en train de croître toujours encore plus, mais en plus, ils l'utilisent de façon probablement plus souple et plus facile que nous. Donc, je pense qu'ils seront les premiers à pouvoir l'utiliser. Alors, en complément un peu de ce que vous disiez, moi, comment je peux voir l'utilisation des nouvelles technologies de cette Smart City ? On le voit bien dans le salon avec les start-up. Il est clair qu'il y a pour les habitants des éléments qui vont leur permettre d'améliorer leur quotidien. Ça, c'est assez visible et il y a vraiment beaucoup d'exemples autour de nous aujourd'hui. Le deuxième point pour moi qui est important et qui revient à ce point de communication, c'est que la ville a maintenant, grâce à ces outils,
un moyen de communiquer avec les gens et de les entendre. Et pas seulement de les entendre, mais de travailler avec eux, décider avec eux, gérer avec eux. Et ça, c'est quand même assez fondamental pour modifier la façon de faire la ville. Et puis le troisième point, je reviens à ma planification tout à l'heure. Et là aussi, ça rejoint un point, Dominique, que vous signalez. Nous, on fait nos planifications avec nos plans locaux, urbains, etc. Eux, ils ont des moyens maintenant, avec les téléphones mobiles en particulier et les big data, de pouvoir avoir une collecte de données différente, beaucoup plus flexible, mobile, qui va leur permettre de définir leurs grands axes d'orientation de la ville d'une façon différente, plus rapide, plus mobile. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle technologie. Et un dernier petit point pour répondre à votre question, parce que ça a été le point le plus sensible dans les négociations, et après Habitat 3. Pourquoi et comment est-ce que ça va se passer? Parce que tout ce qu'on ne veut pas, c'est que le soufflet retombe et qu'après Habitat 3, il ne se passe rien. C'était un peu le cas d'Habitat 2. Oui, c'est ça, c'était la question. Entre Habitat 2 et 3, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on a aujourd'hui, bon, vous avez probablement un peu suivi ou pas, les objectifs du développement durable, la définition de l'agenda 2030, qui ont été définis il y a à peu près un an, en septembre 2015. Et ce sont les grands objectifs du monde, très ambitieux, mais très utiles. La preuve, les objectifs du millénaire avaient aussi leur objectif, leur intérêt. Et donc, ceux-là ont déjà un suivi au sein des Nations Unies qui a son poids. Eh bien, nous, on se raccroche à ça. Ça veut dire que tous les 4 ans, on va être obligé de faire un rapport sur l'état de la ville dans le monde. Et ce que je souhaite, parce que je n'ai pas parlé des partenaires, et ça c'est vraiment, s'il y a une question qui devrait venir, c'est quand même ça. La ville, on l'a dit, c'est pas que les gouvernements nationaux, c'est pas que les villes, ce sont les habitants, et les habitants, c'est la société civile, c'est le business, c'est les professionnels, c'est les chercheurs, c'est les pauvres, c'est les agriculteurs, parce que l'agriculture et la ville, c'est important. Et tous ces partenaires-là vont aussi arriver avec des idées. Et on attend ça à Quito. On a déjà beaucoup d'idées qui sont inscrites sur le net. On attend à Quito qu'ils nous aident à la mise en œuvre, en plus de ce que les gouvernements nationaux et les collectivités locales peuvent faire. Et il y a déjà des forums urbains mondiaux qui existent, qui ont lieu tous les 2 ans. Le dernier était à Medellín, il avait rassemblé 40 000 personnes. Et ces forums urbains mondiaux seront notre base de travail pour un suivi de terrain. Donc vous travaillez ensuite, quand même entre 2 habitants. Voilà. Heureusement. Nous sommes rassurés. Heureusement. Merci beaucoup, Maryse. Je propose de passer la parole à Xavier, qui va nous parler d'écosphère. Alors là, on repasse du très global au plus local et pratique dans la ville. Et Xavier, vous allez nous expliquer ce que vous faites avec les villes, comment vous travaillez à partir, en tout cas en utilisant les fameuses nouvelles technologies dont il y a beaucoup question ces jours-ci, mais en y intégrant, ou en tout cas au service des différents piliers du développement durable et de la responsabilité sociale. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Ecosphère pilote, expérimente et gère et conçoit des dispositifs de réduction du gaspillage, des produits invendus et invendables de la grande distribution, de la distribution spécialisée, des grossistes, des industries, mais aussi des institutions comme les hôpitaux depuis quelques semaines. Et le but initial d'Ecosphère était de créer des réseaux smart de la revalorisation, des réseaux de connexion intelligents entre tous les détenteurs de surplus et d'invendus, donc de ce qu'on appelle nous chez Ecosphère de futurs ex-déchets, et toutes les filières de revalorisation de ces futurs ex-déchets à travers les filières de réemploi, de recyclage et d'économie circulaire, mais aussi à travers le don aux acteurs de la solidarité pour améliorer leurs dispositifs d'approvisionnement. Et ces réseaux smart de la revalorisation, ils sont nés d'une intuition il y a quelques années, en 2010, qu'il fallait créer une plateforme de connexion intelligente entre l'ensemble de ces acteurs, en prenant en compte d'abord et avec empathie tous les paramètres caractérisant ces déchets, sur leur quantité, leur qualité, leur diversité, leurs objectifs de rentabilité en matière de taux de revalorisation, des objectifs de performance d'indicateurs aussi en matière de développement durable, de responsabilité sociétale des entreprises, et de pousser des offres caractérisées vers les filières les plus adéquates de revalorisation de ces futurs ex-déchets, de ces gisements. Je rappelle que dans le monde, les statistiques portent à identifier que 30 à 50% de la nourriture produite est gâchée, gaspillée, et que dans un pays comme la France, un camion sur 3 transporte des déchets. Alors, on s'est attaqué à cette question d'abord par le numérique,
avec cette intuition initiale et puis une compréhension aussi du fait que le numérique, dans l'esprit des acteurs professionnels, publics et privés concernés par cette problématique des déchets, du gaspillage, le numérique signifie à la fois accélération, facilitation, rentabilité, efficacité, inclusion aussi, facteur d'intelligence collective, de décloisonnement. Et puis petit à petit, oui, Dominique ? Non, c'est inclusion qui m'y fait penser, parce que vous êtes une entreprise sociale, je crois que vous ne l'avez pas mentionné, mais oui, vous allez y venir, j'imagine. Oui, mais... entreprise sociale, donc je le dis très rapidement, le concept d'entreprise sociale est le suivant, c'est une entreprise commerciale à finalité d'intérêt général, c'est-à-dire qu'elle vend des prestations, génère des services, en tout cas pour Ecosphère, qui lui permettent d'accomplir ses missions d'intérêt général, environnemental et social pour Ecosphère. Et effectivement, la dimension inclusive est importante, mais pas seulement dans le sens social et solidaire, dans le sens aussi où les méthodologies qu'on met en œuvre sont des méthodologies inclusives, sur des problématiques complexes comme celle des déchets, qui sont des problématiques qui touchent à l'éthique, aux finances, à l'organisation, au management, au partenariat, au matériel aussi. Effectivement, il faut désiloter un maximum, et le numérique y contribue, et l'intelligence d'une entreprise sociale qui, par définition, par culture, porte à l'inclusion et à la transversalité, y contribue notamment. Mais ce n'est pas seulement l'aspect social et solidaire qui définit le caractère inclusif ou qui le nourrit, c'est aussi une méthodologie qu'aujourd'hui on a nommée chez Ecosphère, notre méthodologie de travail dans la conception, l'expérimentation et le pilotage de ces dispositifs de réduction du gaspillage, une méthodologie qu'on a qualifiée de co-powerment. Alors le co-powerment, c'est comme une mise en action de l'intelligence collective, c'est plus encore que l'empowerment. Le co-powerment dans la ville intelligente, c'est se donner du pouvoir, de la responsabilité, de la compétence les uns aux autres. Et donc c'est aussi un facteur de création d'intelligence. Et alors, de cet outil numérique de base, on a beaucoup évolué, parce qu'effectivement, il signifiait tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand on a créé Ecosphère en 2012, et petit à petit, sur ces problématiques hyper complexes du gaspillage, de la revalorisation et du traitement des déchets ou des futurs ex-déchets, on s'est aperçu qu'il fallait aller beaucoup plus loin au cœur de l'entreprise dans la conduite du changement des process, en termes d'organisation, de management, de tri, de matériel, très concrètement, et aussi en termes de culture. C'est pour ça qu'on a acquis un numéro d'organisme de formation qui, aujourd'hui, nous permet très concrètement, auprès des collaborateurs d'une entreprise de la grande distribution, par exemple, et demain auprès des collaborateurs des hôpitaux, pour marquer la différence entre ces diversités d'acteurs qui sont concernés par ces dispositifs nouveaux, innovants, c'est de former les collaborateurs à une culture anti-gaspi, à une culture de la revalorisation, à l'application des process, et les mobiliser en permanence. Et donc, petit à petit, c'est une approche systémique en termes d'outils, de méthodologie qui s'est créée, qui s'est développée, qui est quasiment brevetée aujourd'hui, qui passe à la fois par des outils, comme l'outil numérique, qui est un facteur d'accélération, de facilitation, mais aussi et surtout par la conduite du changement des process et de la culture interne aux entreprises, et par cette méthodologie du co-powerment. Bon, on a appris un nouveau mot aujourd'hui, co-powerment. On n'arrête pas le progrès. Merci beaucoup Xavier. Christophe Suffis, alors vous aussi, vous utilisez le numérique dans la ville à des fins, en tout cas environnementales. Que faites-vous chez Beatle ? Alors, chez Beatle, on propose une plateforme de valorisation de data. On travaille sur tout ce qui est data économie. La Smart City est un de nos marchés cibles. On intervient sur... Aujourd'hui, on a à peu près 40 000 utilisateurs de Beatle dans le monde. Plus localement, on travaille avec les villes d'Aix, d'Istres et de Marseille. 40 000 utilisateurs, mais ce sont quel type d'utilisateurs ? Des utilisateurs d'entreprises privées ou d'entreprises publiques. Pas dédiés à la Smart City. Hein. Sur la partie Smart City, aujourd'hui, plus en local, on travaille avec Aix, Marseille et Istres. Pourquoi ? Parce que la logique pour nous de travailler la data, c'est d'améliorer l'interaction entre la ville et l'usager, et surtout entre usagers. Donc la logique, c'est de... comme vous le disiez tout à l'heure, hein, les sujets sont différents et sont brûlants selon chaque ville. Aujourd'hui, sur ces 3 villes, on travaille déjà dans une logique de mesure et d'optimisation de la consommation énergétique des bâtiments. La logique est de collecter en fait les infos, de se baser sur les historiques, de faire travailler nos data scientists pour les aider à optimiser leurs pistes et minimiser la consommation énergétique. La logique aussi, en utilisant les data, c'est de pouvoir permettre à ces collectivités qui lancent un nouveau projet de servir de la data pour calculer par avance, faire du prédictif, calculer par avance un ROI sur, je ne sais pas, par exemple,
dans la Smart City, le fait de passer tel ou tel quartier en éclairage LED plutôt qu'un éclairage standard, on arrive à simuler le coût du projet et calculer le ROI par rapport à l'étude de la consommation des 10-5 dernières années sur tel ou tel secteur ou tel bâtiment en particulier. Donc aujourd'hui, sur la Smart City, dans la région, on travaille sur ces sujets-là, mais on peut être amené aussi dans certaines villes à aider la ville à ouvrir ses données. C'est pour permettre à tout à chacun de participer au développement de la ville, à la rendre plus smart et même peut-être à challenger certaines startups. Aujourd'hui, notre plateforme aide les villes à ouvrir leurs données, à les rendre publiables, exploitables. Donc pas juste les retrouver sous forme de PDF, mais vraiment sous forme de données chiffrées qui peuvent être utilisées, enrichies et valorisées. Et puis on travaille dans ces sujets-là. On croit beaucoup, nous, avec cette logique de restriction de budget au niveau national et local, pour les organisations publiques, on croit beaucoup que la data est une des clés qui va permettre à ces organisations d'inventer de nouveaux services avec des partenariats publics-privés. Et donc cette plateforme se positionne comme un tiers de confiance qui stocke des datas de plusieurs types d'acteurs qui sont amenés à un moment à travailler ensemble pour proposer de nouveaux services, enrichir la donnée, la mettre à disposition. Alors là, on a deux exemples, merci, qui montrent bien comment le numérique peut être exploité non seulement à des fins purement techniques, mais aussi finalement de transversalité, permettre des nouveaux types de partenariats, etc. La donnée, justement, c'est un point dont on n'a pas encore parlé autour de cette table. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet aujourd'hui sur l'exploitation des données, le big data, l'open data? Est-ce qu'une ville durable ne doit pas se poser ce genre de questions très tôt, en fait, avant d'observer le cas échéant des dérives? Et à l'inverse, est-ce que certaines réglementations ne risquent pas de freiner l'innovation? Je crois que Norbert, vous aviez un point de vue un peu atypique sur ce sujet. Non, oui, j'ai un point de vue un peu atypique. En fait, nous, sur l'aspect, quand on a étudié au niveau mondial ce qui fait exploser les villes et qu'on passe vraiment d'une smart city qui accélère, il y a trois éléments. Il y a l'élément du comportement des citoyens, on en a parlé, mais un petit peu comme l'a dit Jean-Claude Gonin, je pense que le politique doit être un peu défricheur en la matière. C'est-à-dire que s'il attend que le grand public lui dise il faut aller sur la Smart City, je pense qu'on sera encore à l'âge des cavernes. Il faut aller de l'avant. En fait, voilà. Il faut aller de l'avant, il faut prendre son courage à deux mains et promouvoir l'innovation et puis aider à ne pas passer les caps qui sont devant nous. Donc c'est le point des comportements. Le deuxième point qui est très important, c'est le sujet de la data. S'il n'y a pas de data, la Smart City, ça va être un peu compliqué. Et le troisième point, c'est la technologie, mais la technologie qui est plus un élément de catalyseur, parce qu'elles se combinent les unes aux autres, hein, l'objet connecté, l'intelligence artificielle, le big data, les réseaux. Il n'y a pas l'imprimante 3D qui arrive devant nous, etc. On voit bien qu'il n'y a pas une technologie, c'est pas compartimenté. Elles s'additionnent et je dirais même elles s'accélèrent les unes les autres. Et donc le sujet de la data est un sujet important. Et alors c'est vrai que j'ai un peu un point de vue, parce que j'ai bossé il y a de nombreuses années sur l'identité numérique. Et puis la CNIL a dit non, c'est pas bien, il faut pas faire ça. Il ne faut pas que les Français aient une identité numérique. Donc on a arrêté le projet, c'était avec le ministère de l'Intérieur. Et entre-temps, il y a eu quoi? Il y a Google Connect, Facebook Connect, enfin tout est Connect, bon, très bien. Et pas le ministère de l'Intérieur. Donc on a remédié à ça avec France Connect. Juste, il s'est écoulé plus de 10 ans. Alors nous, c'est pas 20 ans, on a mis que 10 ans pour bouger, mais bon, quand même. À l'heure du numérique, c'est un sujet. Et ce qu'on voit, c'est que la sensibilité est quand même assez française de dire « Ouh là là, ma donnée, il faut faire attention, comment… » Mais c'est vraiment français, quoi. C'est-à-dire qu'en Asie, ils s'en foutent complètement. Les données sont complètement partagées, ils ont pas du tout ce sujet-là. Et donc il faut qu'on fasse attention dans notre position, qui est de toujours tout vouloir protéger, qui peut être légitime, comprise, parce que la protection ne devienne pas un frein. J'en veux aussi, on parle sur des talents, c'est un sujet qui me tient à cœur. On a dit qu'on avait beaucoup de gens talentueux en France, bien formés. Aujourd'hui, quand on est sur des projets big data, on va plutôt les faire aux États-Unis, parce qu'il y a plus de données disponibles, donc les algorithmes sont plus puissants, et nos ingénieurs, ils partent, parce que les projets les plus sexy, c'est là où il y a de la donnée. Et si on n'a pas de données, nos ingénieurs ils vont partir. Donc je pense qu'on a un gros enjeu
à mûrir sur l'exploitation de la donnée, sur sa libéralisation, pour que nos talents restent en France, que ce soit un vrai terrain d'expérimentation et pas un terrain de, certes, principe de précaution, mais aussi principe d'évolution. Mais vous pensez que c'est une caractéristique française ou européenne plus largement, cette méfiance vis-à-vis de la donnée et de la privacy, etc. C'est vraiment franco-franchouillard, vous disiez, je crois. Alors, oui, quand je dis franco-franchouillard, c'est parce que je pousse un peu le trait. Et puis, très franchement, je l'ai touché de très près, le sujet. J'ai vu des projets où la France, très honnêtement, notamment sur ce projet d'identité, on était très, très en avance au niveau mondial. Et ça pouvait tirer des fondeurs comme J'aime plus, etc. Et donc, on a pris un retard mondial par des décisions de prévention, là où les autres ne nous ont pas attendus, et ils ont avancé beaucoup plus vite que nous. Donc, est-ce que c'est européen ? Oui, peut-être plus européen, mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'on soit capable d'arbitrer notre sujet de protection et de progrès. Moi, j'ai été à une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui m'a demandé ce qu'on pensait de la richesse des données. Les gens que j'ai vus étaient sympathiques, mais c'est sûr qu'ils étaient très très loin du sujet. Et il y a un moment donné, il faut aller de l'avant. Et moi, mon appel, c'est de dire libérons la donnée. Je sais qu'au niveau de l'État, et notamment au niveau de l'UDSI de l'État, Gardier travaille beaucoup pour cette libéralisation de la donnée. Je pense que c'est déterminant. Ne nous laissons pas distancer. Moi, j'ai vu des équipes de gens talentueux dans les entreprises que j'ai dirigées qui sont partis aux USA et je les ai envoyés à ma filiale US parce que les projets en France, on ne pouvait pas les faire. Et ça, franchement, quand vous êtes français, ça vous fait mal au cœur. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça ? Michel ? Peut-être un mot. Oui, bon, je suis d'accord globalement avec l'idée, le principe, on est d'accord. Hein. Mais il y a un petit dilemme, me semble-t-il, hein, entre, d'une part, le fait de dire il faut que les services qu'on mette à disposition soient acceptés par le citoyen, etc. Eh ben, si le citoyen français, il a un petit problème justement avec ce problème de privacy, de vie privée, il faut quand même qu'on en tienne compte. Et puis, l'idée qu'effectivement, pour avoir les bons services, il faut ouvrir les données. Après, le sujet, me semble-t-il, c'est pas tant de les ouvrir, c'est de savoir un peu quels sont les services qu'on fait avec derrière et jusqu'où on protège ou pas, et jusqu'où on développe ou non des services qui sont acceptés par le citoyen, et il n'est pas impossible, là je veux bien vous suivre, mais surtout d'ailleurs, que le citoyen français, peut-être européen, je ne sais pas, a peut-être plus de réticence sur certains services que sur d'autres. Après, vous pouvez me répondre que ça l'embête pas, ça ne pose pas de problème d'avoir d'avoir son portable, de pouvoir être suivi par tout un tas de grosses entreprises américaines, mais d'avoir un problème quand on lui met un compteur électrique qui va effectivement pouvoir savoir à quelle heure il allume son chauffage et à quelle heure il va prendre sa douche. C'est vrai, mais je pense qu'il faut travailler sur le sujet avec le citoyen. C'est pas simplement de dire il faut ouvrir, c'est qu'on a vraiment une interrogation, et je pense que finalement c'est peut-être pas inintéressant qu'on l'ait quand même cette interrogation, parce qu'on l'a peut-être nous aujourd'hui un peu en avance par rapport à d'autres, parce qu'on est plus prudent sur ce genre de sujet que d'autres, je sais pas, hein, c'est un problème de culture de toute façon. Il faut arriver à trouver les deux, parce que de toute façon les services qui fonctionneront en France en tout cas, ce sont ceux que les citoyens accepteront de prendre. Si on leur vend, et on voit bien les difficultés qu'on a avec un certain nombre de projets un peu top-down, à les développer, alors que dans plein d'autres endroits, ça se fait sans qu'on se pose de problème. Il faut bien qu'on gère ça aussi. Et ça fait partie de la complexité qu'on peut avoir. Et je pense que ça peut nous permettre, peut-être, faisons-en une force, de trouver des solutions qu'on pourra apporter aux autres quand ils se poseront les mêmes questions. On va voir les choses positivement comme ça. Oui, Xavier, vous dire un mot. Est-ce que vous vous sentez bridé, vous, par ce problème des données ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez faire si on pouvait faire tout et n'importe quoi, je dirais, avec En fait, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que j'ai été hyper surpris de voir des données confiées à notre entreprise à partir du moment où on fixait des objectifs et on présentait des solutions et des outils qui paraissaient rentables, efficaces, simples, utiles à la fois. Mais alors, et donc, qui vous les confie et qui accepte ? Donc des entreprises. Des entreprises. Nos clients qui nous confient des données sans parfois même aucun accord de confidentialité, parce que l'exploitation de ces données par Ecosphère va nous permettre d'accomplir ensemble les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc j'ai été extrêmement surpris de cette capacité d'entreprise à délivrer dans des logiques
partenariales certes fortes, mais des données qui, en général, ne le sont pas ouvertes. Alors c'est peut-être un problème un peu différent du particulier chez lui qui ne veut pas qu'on sache à quelle heure il va prendre sa douche. Nous, c'est assez cohérent, je trouve, avec ce que je dis. C'est-à-dire si on démontre convainc, la finalité. on convainc qu'on va en faire quelque chose qui, effectivement, on va peut-être perdre un petit peu de sa vie privée ou de sa liberté, je ne sais où, mais qu'en face, on a un avantage intéressant, eh bien, le citoyen, l'entreprise, enfin celui qui est en face, va y aller. C'est peut-être justement une manière de présenter les sujets, de ne pas imposer ou de ne pas croire que parce qu'on a une idée géniale, et on revient sur ce qu'on dit toujours, hein, c'est pas de la technologie, il faut que ce soit citoyen, et puis au dernier moment, on envoie quand même le sujet, et puis le citoyen, il est censé s'adapter. De temps en temps, il ne s'adapte pas, mais c'est peut-être parce que justement, on ne lui a pas bien vendu, on ne l'a pas écouté avant, on ne lui a pas proposé le service d'une manière qu'il soit capable de le recevoir. Et ça, je pense que c'est une difficulté française, mais je pense que ça peut être aussi une force, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, ailleurs, je n'ai pas eu le sentiment que, voilà, aux États-Unis, ils sont tous non plus complètement ouverts à tout donner à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est plutôt chez eux que ça réagit, et que ça réagit vivement aussi. Voilà, je pense que si on arrive à trouver ces bonnes méthodes, on aura fait un pas de plus, on aura une petite avance. Merci. Marie, vous voulez dire un mot rapidement, parce qu'on est censé avoir dépasser notre temps de parole, mais comme on a une intervenante en moins, il faut que je vous en parle. C'est vrai que j'aurais tendance à vous rejoindre un peu, parce que quand on regarde un peu au niveau international, on voit des exemples, j'en ai beaucoup, mais je pourrais peut-être en citer deux que moi j'ai trouvé particulièrement intéressants pour aider à la gestion de la ville. En particulier en Afrique, c'est très compliqué d'avoir des bases de données sur une ville. Donc des bases de données simples ont été identifiées, comme par exemple l'adresse. Identifier les gens par leur adresse. Et évidemment, en complétant un peu les données, mais on a par exemple dans certaines villes d'Afrique, grâce à une base de données adresse et les compléments qui peuvent arriver, on a pu par exemple gérer non seulement le développement urbain, mais même des choses jusqu'à des épidémies. C'est-à-dire qu'on avait des données de santé et ça a permis de limiter, de contrôler des épidémies. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement fascinant et les gens étaient vraiment prêts à donner les données puisqu'ils en retrouvaient un bénéfice direct. Puis l'autre exemple que je ne peux que signaler, parce qu'il est évident pour beaucoup, c'est la mobilité urbaine. Si vous savez un peu mieux comment les gens se déplacent et comment ils ont besoin de se déplacer, vous pouvez répondre au niveau de la gestion de la ville sur des modifications de votre système de déplacement qui est vraiment complètement adapté. Donc je pense que c'est un aller-retour. Quand les uns et les autres trouvent leurs bénéfices, et effectivement ils sont peut-être un petit peu plus engagés, mais en tout cas sur le plan mondial, à mon avis, on va vraiment vers ça. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire un mot à propos de Muriel Touati, qui aurait dû être avec nous par Skype en fin de table ronde, qui représente Technion, les MIT israéliens en France, et qui justement était avec Axel Lemaire depuis 2 jours à Tel Aviv, qui avait prévu donc de nous rejoindre par Skype depuis Paris, mais en raison des funérailles de Shimon Peres, les vols ont été tous retardés. Bref, elle est vraiment navrée et elle m'a demandé instamment de l'excuser auprès de vous, ce que je fais avec un peu de retard. Voilà, je pense que c'était effectivement intéressant parce que elle avait la Smart City occupe une place importante dans l'innovation en général aujourd'hui. Elle aurait pu en témoigner par rapport au Technion, mais ce n'est que partie remise, espérons-le.